Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Hey, coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, c'est un épisode solo. Et pour cet épisode, j'ai eu envie de revenir sur une notion qui a été ultra présente toute la semaine. C'est régulièrement que ça arrive, comme si parfois mes semaines et les rendez-vous qui s'enchaînent, les séances, avaient un lien entre elles. Comme s'il y avait un espèce de fil conducteur, un peu un thème de la semaine qui du coup se retrouve. Et je trouve que les séances se font écho les unes aux autres et c'est toujours assez incroyable et un petit peu magique d'assister à ça. Et donc cette semaine, le sujet autour duquel on a beaucoup tourné avec mes clientes et mes clients, parce qu'il y avait un homme dans le lot, ça a été cette idée que quand la vie ne te donne pas quelque chose, c'est pas pour te punir, c'est pas parce que tu mérites pas, c'est parce que t'es venu te servir, t'es venu prendre par toi-même. Et de comprendre ça, ça fait une énorme différence. Et cette différence, elle va se situer dans la manière de regarder. C'est quelque chose que je dis tout le temps aussi. Finalement, c'est pas les événements qui changent quoi que ce soit, c'est pas les actions en elles-mêmes qui changent quoi que ce soit, ce ne sont pas les choix en eux-mêmes qui changent quoi que ce soit, mais bien l'intention qui est derrière et le regard que l'on porte finalement sur ce qu'on traverse, sur ce qu'on souhaite, sur ce à quoi on aspire. Est-ce qu'on se sent profondément digne de ça ou est-ce que finalement, profondément et de manière inconsciente, est-ce qu'on ne se sabote pas par soi-même ? Parce que finalement, alors, c'est valable dans plein de domaines, mais moi, l'endroit où je regarde particulièrement dans le thème pour tourner autour de cette notion, c'est la lune noire. Parce que la lune noire, je l'appelle souvent la zone de cristal. C'est la zone où on est à la fois le plus fragile, comme du cristal, où vraiment juste une note un peu trop aiguë peut faire exploser un verre en cristal, alors que rien ne l'a touché si ce n'est une onde. Alors qu'un verre en pyrex va rebondir 14 fois avant d'éventuellement se casser, et encore. Donc on n'est pas sur le même degré de solidité. Par contre, le cristal a une pureté que n'aura jamais un verre en pyrex. Et donc pour moi, la lune noire, c'est cet endroit où on a à la fois cette grande faille, cette grande blessure, et c'est là aussi où se cache notre plus grande excellence. Pourquoi il y a autant de souffrance à cet endroit-là ? Parce que justement, c'est un endroit où on ne se sent pas digne, où on a l'impression de ne pas mériter, et où clairement la vie ne va pas nous donner ça, nous servir ça sur un plateau. Alors que dans notre manière d'observer le monde, on va avoir la sensation que pour les autres, il n'y a aucun problème autour de cette notion-là, alors que pour soi, c'est terrible. C'est souvent mon histoire d'Obélix. Pour moi, la lune noire, je la raconte avec le complexe d'Obélix. Obélix qui rêve d'être traité comme tout le monde et qui trouve extrêmement injuste que la vie, et par l'intermédiaire de Panoramix, ne lui donne pas de potion magique, quand sous son nez, la vie et Panoramix en donne à tout le monde, mais pas à lui. Et lui se sent profondément puni. Mais en réalité, si la vie lui donne pas, c'est de 1, parce qu'il n'en a pas besoin, et de 2, que si il en veut vraiment, toute sa quête finalement n'est pas de réussir à convaincre Panoramix, parce que c'est pas ça l'enjeu en fait. L'enjeu, c'est qu'il s'autorise lui intérieurement à boire de la potion magique et qu'il estime que lui aussi il y a le droit, parce que c'est un villageois et qu'il a décidé qu'il avait le droit. Et en réalité, il a déjà tout. Il a déjà tout et il peut aller se servir. Et si quelque chose doit faire grandir Obélix, c'est le jour où il se donnera cette autorisation intérieure à lui-même. Pas parce que Panoramix lui aura donné une autorisation ou une validation extérieure. Et bien dans la vie, on a beaucoup de sujets comme ça autour desquels on va traverser ça. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune femme avec qui j'ai fait une séance découverte cette semaine. Et la pertinence de l'outil astrologique m'a encore bluffée.
Donc j'avais les informations de son thème, j'avais son thème sous le nez, et quand je lui demande qu'est-ce qui fait qu'elle est là, enfin voilà, quelle est sa problématique, de quoi elle aurait besoin de discuter, et elle m'explique que sa souffrance vient du fait qu'elle ne s'est jamais sentie à sa place, qu'elle n'a jamais trouvé sa place. Et bingo, sa blessure de lune noire est c'est une blessure ça s'appelle la blessure de castration. C'est la blessure, c'est quand la lune noire se trouve dans l'énergie de bélier, et l'énergie de bélier est une énergie de feu. Donc quand on a sa blessure de lune noire dans une énergie de feu, que ce soit le bélier, le sagittaire ou le lion, en fait on a une blessure de place. Alors chaque ensuite signe va avoir sa spécificité, mais ce qu'il va y avoir en commun avec cette énergie de feu, c'est l'élan de prendre sa place. Et quand on a un enjeu autour du bélier, on va avoir de la difficulté à se sentir pleinement à sa place, à sentir qu'on a le droit d'occuper une place pleine et entière. On va avoir l'impression d'avoir toujours, en tout cas c'est ce qu'elle témoignait aussi, et c'est ce que je constate pour les gens qui vont avoir des problématiques autour du bélier. Même si tu as ton soleil en bélier, tu peux aussi parfois vivre l'énergie du bélier dans son ombre, et que finalement, ce que je vais te dire là, te soit pas totalement étranger. Ce serait pas surprenant, parce que une énergie, elle va de son côté le plus down, le plus dark, jusqu'à son côté le plus up et le plus lumineux. Donc, en ayant n'importe quelle planète ou point en jeu dans le bélier, tu pourrais très bien sentir ce petit enjeu de place. Et le bélier, c'est quoi ? Le bélier, c'est cette énergie première. C'est celle qui débute l'histoire du zodiaque. C'est celle qui lance toute l'histoire. Et qui a l'énergie, en fait, pour impulser le départ. J'aime bien dire que c'est l'explosion du réacteur premier de la fusée, là, celui qui va déployer une énergie extraordinaire pour que la fusée décolle et sorte de la stratosphère ou de l'orbite de la Terre, ou je ne sais quoi, je ne suis pas une spécialiste, mais tu vois, cette espèce de puissance, en fait, qui va être déployée pour lancer les choses. Et c'est ça l'énergie du bélier. Donc finalement, quand on a un enjeu de lune noire dans le bélier, on appelle ça une blessure de castration. Pourquoi ? Parce que c'est comme si cet élan, il était coupé dans l'œuf, en fait. Et en règle générale, on est la meilleure personne pour le faire, de manière très inconsciente, mais parce qu'il y a un sabotage inconscient, parce qu'il y a une croyance profondément enfouie, qu'on n'est pas digne de prendre sa place. Donc soit on va arriver dans des endroits où ce que l'on est, ce que l'on a à offrir ne convient pas, et donc de ne pas trouver sa place. Là, c'était un enjeu comme ça. C'était surtout au travail que ça se jouait, mais ça s'est aussi joué dans ses relations amoureuses, où elle disait qu'elle avait de la difficulté à trouver sa place au sein d'un couple, qu'elle avait aussi du mal à trouver sa place avec ses amis, qu'elle avait du mal à trouver sa place au travail. Et donc, il y avait vraiment cet enjeu hyper fort de place. Et ce que je lui ai dit à un moment, c'est de comprendre qu'avec cet enjeu de lune noire, la vie n'allait clairement pas lui donner une place toute faite en lui disant écoute, vas-y, installe-toi là, c'est ta place, pose-toi, prends tout l'espace, c'est tout pour toi, ça n'arrivera pas. Alors que oui, effectivement, il y a des gens à qui la vie va concocter une place parfaite dans laquelle la personne va se sentir bien. Mais c'est pas qu'elle mérite plus et que toi tu mérites moins, c'est juste que cette personne-là, son enjeu doit pas être un enjeu de place. Peut-être qu'elle a sa lune noire dans un signe de terre et que du coup elle a un enjeu de valeur, ou alors que sa lune noire est dans un signe d'eau et qu'elle a un enjeu de lien émotionnel et affectif, ou alors dans un signe d'air, et là ça va être un problème de lien et de communication. Une problématique en tout cas, pas un problème. Donc oui, il y a des gens qui vont avoir une place toute faite, et pour elle, cette nana qui, elle, avait un enjeu de place, c'était hyper dur. C'était vraiment hyper dur de dire, en fait, la vie, quand elle veut, ou les gens, quand ils veulent, ils font de la place pour les gens qui comptent. Mais moi, du coup, je compte pas. Et voilà toute l'histoire qu'on se raconte quand on part du principe que ce que la vie nous donne pas, c'est parce qu'on ne le mérite pas. Donc là, je te donne un exemple précis avec cette histoire de lune noire, parce que c'était hyper marquant. Et c'est peut-être ça qui a donné le ton, en fait, à toute ma semaine. C'est peut-être moi, en fait, qui ai eu le prisme d'écouter les histoires de mes clients et clientes suivants dans la semaine, qui du coup, est écouté à travers ce prisme, et que c'est une conversation qui est beaucoup revenue. Mais même sans parler de la lune noire, dans n'importe quelle circonstance,
essaye de te dire que quand tu as la sensation que toi, tu n'as pas le droit, que tu mérites pas, que la vie te donne pas, que la vie est pas généreuse, que la vie t'empêche, bah, tu peux aussi choisir de voir ça non pas comme une punition, mais bien comme une invitation à prendre par toi-même. Parce que effectivement, si la vie ne te donne pas, c'est pas parce que tu es puni, mais parce que tu es venu pour te servir, pour prendre par toi-même, pour te donner ce droit-là. Et c'est ça, tout le chemin intérieur qui va compter. Et donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, la vie ne te donnera jamais de place parce que tu es venu la prendre par toi-même. Prendre ta place, faire ta place, occuper l'espace qui te revient juste parce que tu existes en fait, tout simplement. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vous connecter à ces parts de vous. C'est ça pour moi, plonger dans ces ombres pour y voir de la lumière et finalement transcender, transformer ces ombres, ces doutes en force. C'est exactement ça. C'est de réussir à passer par-dessus cette espèce de peur de ne pas être digne et que si on se saisit de quelque chose dont on n'est pas digne, quel malheur va s'abattre sur nous. Je pense qu'il y a un peu de ça, un peu de cette espèce de superstitions qui sont en fait que des croyances intérieures. Parce que finalement, on est privé de rien. Moi, c'est ma croyance. Je ne crois pas qu'il y ait un Dieu ou un univers ou des âmes ou je ne sais quoi, là-haut, des anges, la vie, l'amour, appelle ça comme tu veux. Je ne crois pas que depuis là-haut, s'il y a une entité quelconque qui nous regarde, je ne crois pas que cette entité supérieure-là mette volontairement des bâtons dans les roues et fasse des croche-pattes pour juste le plaisir de nous faire mal. Mais plutôt, moi, je vois ça en tout cas comme une aide. Faire un croche-patte à quelqu'un qui est en train de faire un sprint vers un précipice, même s'il se blesse en tombant, c'était un cadeau, c'était un service rendu. Mais on ne va pas toujours le voir comme ça, d'où les côtés. Ce côté des cadeaux mal emballés, dont on a pas mal parlé dans l'épisode en duo avec mon grand-père. Ces cadeaux mal emballés de la vie, c'est une expression qui a été reprise par différentes personnes et que je trouve effectivement hyper parlante parce qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un cadeau derrière ce qui semble ne pas en être un. Et derrière ton vide, derrière là où tu te crois privé, derrière là où tu te crois puni, derrière là où tu te crois pas digne, il y a vraiment le cadeau extraordinaire. Et le cadeau, il n'a pas, pour moi, il n'a pas une forme concrète. La forme réelle du cadeau, elle est intérieure, impalpable. Elle est dans le fait de basculer de la croyance qu'on n'est pas digne à la croyance de « et si j'étais digne ? Et si du coup je m'offrais ce que j'ai jamais reçu ? Et si je prenais ma place ? Et si je reconnaissais ma valeur ?» Tu vois un peu cette idée de te dire « et si j'allais chercher ce qui m'a tant manqué ?» Dans l'accompagnement que je fais avec Tiffaine autour de l'entrepreneuriat, dans un des modules que j'ai regardé hier, elle donnait une citation, alors j'ai oublié le nom de la personne, mais qui disait arrête de chercher l'amour, cherche ce que tu dresses entre toi et l'amour. Alors peut-être que les mots exacts ne sont pas ceux-là, mais c'était ça. Et elle a transposé ça alors autour des notions de l'entrepreneuriat. Et souvent dans l'entrepreneuriat, il y a des freins et des croyances autour de l'argent. Et donc elle disait, on peut très bien appliquer ça en disant, ne cherche pas l'argent, cherche ce que tu mets entre toi et l'argent. Quelles sont les croyances, quels sont les blocages que tu vas mettre entre toi et l'argent ? Parce qu'en fait, l'argent, il est là, il circule. L'amour, il est là, il circule. Le fait d'occuper sa place pleine et entière, c'est là, ça circule. Tout est là d'une certaine manière. Mais c'est d'imaginer ça comme étant pas qu'est-ce qui me manque pour obtenir, qu'est-ce que j'ai encore pas assez bien fait, en quoi je suis pas encore assez, qu'est-ce qui me manque pour obtenir ce dont je rêve tant, mais plutôt qu'est-ce que j'ai en trop presque, quelles sont les couches que je porte qui viennent obstruer la circulation entre moi et ce que je désire tant. Et là, dans l'idée, entre elle et sa place, qu'est-ce qui bloque autant, qu'est-ce qu'elle bloque elle, entre la place dont elle rêve et elle-même. Et ça va se matérialiser concrètement par des personnes extérieures. En aucun cas, je suis en train de nier le fait qu'elle a de la souffrance par rapport à ça et qu'il y a des personnes qui lui font bien sentir qu'elle n'est pas à sa place et qu'elle n'a pas sa place. Ça, c'est réel.
Tout comme Panoramix, dans mon idée d'Obélix, les enjeux inconscients sont tout autres. Mais Panoramix, il est bien réel, il est là et il lui dit non. Donc tout ça, c'est pas une idée de nier ou de minimiser la souffrance que va faire ce vécu, mais juste de comprendre que un switch est réellement et profondément possible. Et que finalement, quand on fait ce switch intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on récupère notre pouvoir. Parce que, en fait, là où on ne se sent pas digne, on va laisser le pouvoir à la vie, aux autres, aux circonstances, de nous écraser potentiellement et de nous faire mal. On va laisser ce pouvoir-là à la vie. Quand j'entends quelqu'un dire oui, mais il m'a fait culpabiliser. Ce n'est pas possible. Personne n'a ce pouvoir-là. Tout comme Panoramix n'a en réalité absolument pas le pouvoir d'empêcher Obélix de boire de la potion magique. C'est illusoire. Il n'a pas ce pouvoir, même s'il en est persuadé, même s'il a son autorité de druide respectée que tout le monde écoute. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a ce pouvoir que si on le lui donne. Et Obélix lui donne le pouvoir de lui dire non, et de l'en empêcher, et de se dresser entre Obélix et la potion magique. Mais dans la réalité, Panoramix n'a absolument pas ce pouvoir. C'est Obélix qui lui donne. S'il veut se servir, il a tout ce qu'il faut pour se servir. Il a la force physique pour attraper la marmite et aller plus loin, siroter tranquille sa potion magique. Il a la possibilité d'aller la nuit en chercher s'il n'a pas envie d'être vu. Bref, en fait, la potion magique est complètement accessible. Peut-être pas de la même manière que les autres. Peut-être qu'il va falloir déployer de la stratégie, prendre son courage à deux mains pour se dresser devant Panoramix contre l'avis de tout son village et de dire moi j'ai plus envie d'écouter Panoramix et je vais me servir. Et ça, c'est hyper difficile. Et pour réussir à faire un pas pareil, qu'est-ce qu'il faut ? De quoi on a besoin ? Profondément, on a besoin de sécurité. Et la part de nous qui a besoin de sécurité, c'est notre enfant intérieur. Et notre enfant intérieur, comme tous les enfants du monde, de quoi ils ont besoin ? Ils ont besoin d'être vus, reconnus et aimés. Et ce, en premier lieu, par les membres de sa famille. Et donc, depuis tout petit, on engrange ce que nous transmettent nos parents, nos grands-parents, notre famille, nos proches, etc., comme étant une vérité absolue. On en tire des conclusions en fonction de comment on prend les choses avec nos blessures, et on reste un petit peu figé là-dedans. Donc pour moi, il y a un grand travail, et d'où cette idée de travailler sur la durée et de travailler en profondeur, parce qu'il y a tout un travail pour moi à faire sur notre histoire familiale, sur le petit enfant que nous étions, qui s'est peut-être pas senti vu, alors que peut-être on le regardait. Et encore une fois, ils n'ont pas le pouvoir. Tous, on peut regarder un enfant avec des yeux d'admiration, un enfant qui aura une blessure de valeur, par exemple, on aura beau lui avoir vu sa valeur, il se dira oui, mais c'est ma famille, ils m'aiment, du coup ils sont sympas, mais en fait les autres, ils voient pas, et on va potentiellement rejeter ce qu'on va nous donner dans ce vide-là, parce que ça va tomber dans un vide. Donc soit on va en être privé, soit quand la vie ou les autres nous le donnent, on va l'invalider ou on va pas le prendre finalement, alors que c'est ce qu'on rêve. Mais non. Et il y a cette dualité, cette ambiguïté à cet endroit-là. Donc il y a vraiment un enfant peut-être blessé, apeuré, qui a besoin d'être sécurisé, et une histoire de famille à travailler. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, à l'âge adulte, c'est pas si simple de se dresser d'une certaine manière contre sa famille, de faire autrement, d'être différent, parce qu'il y a toujours cette espèce de peur archaïque et inconsciente que de se faire rejeter du clan, c'est synonyme de mort. Parce qu'à une époque des hommes préhistoriques, c'était vrai. Si on était rejeté du clan, on était mis en dehors de la grotte, et l'espérance de vie était quand même relativement courte. Donc c'était une réelle survie que de ne pas être rejeté par le clan et d'être accepté, et pour ça, parfois de nier une part de ce qu'on est. Alors ça me fait sourire parce que les cartes que j'ai tirées sont dans des teintes violettes et avec un peu de rouge. Et là, je vais pas avoir trop l'espace, je voudrais pas vous embrouiller trop, mais peut-être je ferai un épisode sur la spirale dynamique, qui est un outil, en fait, une espèce de grille de lecture qui fait un parallèle entre l'évolution de la conscience humaine à l'échelle de l'humanité, en partant des hommes préhistoriques jusqu'à aujourd'hui, et à l'échelle d'une vie humaine, d'un humain de sa naissance à sa mort. Et donc, c'est comme si un humain isolé, de sa naissance à sa mort, repasse par les étapes de construction de la conscience humaine, tout comme l'humanité l'a fait depuis les hommes préhistoriques à aujourd'hui.
Et les 3 premiers codes sont le beige, le mauve et le rouge. Et le principe, c'est que un code amène une réponse à une problématique et la réponse en elle-même, en excès, va finir par générer une limite et une problématique à son tour qui va trouver une solution dans un système nouveau qui va répondre à cette problématique et ce système nouveau va à lui aussi générer une problématique qui sera résolue dans un système nouveau, etc., etc., etc. Et ça s'appelle la spirale dynamique parce que finalement, il y a une circulation dynamique dans ces différents étages. C'est pas comme si on montait des steps pour plus jamais redescendre. C'est une espèce de circulation, comme autant de cordes à son arc qu'on va savoir plus ou moins utiliser. Et parfois, on a une corde un peu favorite sur laquelle on est un peu coincé, un peu en mode automatique. Et la réponse à la problématique est toujours dans le code juste au-dessus. Et la peur, l'insécurité faut s'en occuper dans le code d'en dessous. Parce que tout ça est relié. Et en fait, le code mauve, c'est celui, et les cartes sont mauves, que j'ai tiré pour l'épisode. Et le code mauve, c'est le code un peu justement du clan, du fait d'être associé à son clan, d'être accepté. C'est là où il y a tous les rituels, les rites de passage, la superstition. Par exemple, souffler sa bougie à son anniversaire, c'est une superstition. Et c'est des rituels comme ça qui viennent mettre de la sécurité. Parce que la réponse de ce code mauve, c'est d'amener de la sécurité intérieure. Et donc, ça se trouve dans le clan, dans la lignée. Et une des cartes est une carte, du coup. En plus, c'est l'oracle de Johanna qui est son mémoire de formation de Yann, la même que celle que j'ai fait, qui est articulée autour de cette spirale dynamique et son oracle. Les cartes correspondent au code de la spirale dynamique. Donc, on est dans le code mauve, dans le code. Donc, c'est un arbre avec des grandes racines et des branches avec plein de feuilles et plein de petites fleurs ou de petits fruits. C'est des petites boules un peu roses dans l'arbre. Et cette carte, c'est les lignées. J'honore mes ancêtres. Et l'autre carte que j'ai tirée, c'est l'étoile. Et on voit une jeune femme à genoux dans la nuit. Elle a un fil qui on dirait qu'il plonge dans la terre. Le fil, il va jusqu'au bas de la carte et il disparaît comme s'il plongeait comme des racines. Il monte, elle le tient un peu comme si elle tenait un cerf-volant. Et elle a un tour autour de la main, comme pour que le fil lui échappe pas. Et ce fil, il monte vers un espèce de soleil ou quelque chose qui brille, parce que, alors je dis un espèce de soleil parce qu'on voit bien que c'est la nuit quand même, une boule d'énergie qui fait des lueurs rouges. Et pour sortir de l'excès du code mauve et de l'excès d'être accepté absolument par le clan, mais même par la société en fait, et d'avoir peur d'être mis en marge et du coup d'être rejeté, d'être abandonné, d'être isolé, de pas survivre, etc. Toutes ces peurs archaïques, eh ben, c'est le code rouge. Et je trouve ça incroyable qu'il y ait cette lueur rouge dans le ciel sur cette carte qui a un ciel tout violet aussi. Et je trouve ça assez incroyable. Le parallèle et le code rouge, c'est le code du moi-je d'abord, le code de je vais oser m'affranchir en fait de ce clan pour redevenir, pour essayer de retrouver qui je suis, moi, en dehors du clan, pour pouvoir ensuite, au code d'après, être capable de revenir dans une forme de collectif parce qu'on a pris une respiration dans un code comme ça un peu individuel. Il y a toujours une alternance entre code individuel et code collectif. Ah la vache, la tempête fait rage dehors. Je ne sais pas si vous allez entendre le bruit dans le micro. C'est assez impressionnant. Et du coup, ce ciel, sur cette carte de l'étoile, alors je ne sais pas si... je ne sais pas dans quel sens la lire. Je ne sais pas si c'est cette boule d'énergie qui fait descendre un fil dont elle s'empare et qui plonge dans la terre, ou si finalement c'est juste le pont entre la terre et le ciel, cet alignement, cet ancrage que ça demande d'être finalement, tout comme un arbre. C'est ça la symbolique de l'ancrage. Souvent, on demande de visualiser un arbre avec des racines qui plongent profondément et qui permettent de se déployer. Parce qu'un arbre va se déployer plus haut et plus grand parce que son système racinaire va être plus profond et plus étendu. Je crois que l'équivalent du volume de l'arbre visible avec ses branches et ses feuilles existe sous la terre dans son volume racinaire. Et c'est l'équilibre qui se fait et qui fait que le tronc tient au milieu et que l'arbre tient debout. Et ben, je vois vraiment dans ces deux cartes, qui sont encore une fois très reliées l'une à l'autre, cette importance de prendre soin de ses racines et de venir plonger dans ses racines familiales, dans l'origine de ses croyances, de ses indignités, de venir mettre de la sécurité pour pouvoir se déployer
pleinement et se saisir de ce que la vie ne te donne pas. Donc je te souhaite d'identifier les endroits où tu te crois privé, où tu te crois puni, et je te souhaite de réussir à te dire que tu es peut-être venu pour t'en saisir par toi-même. Et si jamais tu sens que ça te parle et que tu as besoin d'aide pour faire ce chemin, ce serait avec un grand plaisir que je t'accueillerai dans mon accompagnement. Merci beaucoup de ta fidélité et de ton écoute. Cet épisode se termine là-dessus. J'espère que ça t'a ouvert les yeux, j'espère que ça t'a fait du bien. Si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, à partager à quelqu'un à qui tu penses que ça peut faire du bien, à t'abonner sur la plateforme où tu es, à noter le podcast. Toutes ces petites actions, en fait, contribuent à rendre visible le podcast et à le faire grandir. Alors, merci de ton soutien et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.